dans un premier temps que la priorité que les entreprises doivent avoir dans leur démarche de déconfinement, c'est dans un premier temps d'éviter les risques d'exposition au virus, par exemple donc en mettant en place le télétravail pour les salariés quand c'est possible. Dans un second temps seulement, donc d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Si par exemple, vous ne pouvez pas mettre les salariés en télétravail, de mettre en place des horaires décalés entre les salariés, etc. Et en dernier recours seulement, donc privilégier les mesures de protection collective et non individuelle, c'est-à-dire par exemple privilégier la distanciation sociale avant le port du masque. Donc ça, on y reviendra juste après. Donc dans les grandes lignes, le protocole national, il vous informe dans un premier temps sur ce qu'ils appellent donc le socle du déconfinement. Donc très rapidement, hein, c'est ce qu'on peut appeler donc les mesures barrières, donc se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude, tout ce qui va être distanciation physique, donc être à 1 mètre minimum les uns des autres, soit 4 mètres carrés autour d'une personne, ne pas avoir de contact physique, éviter le port des gants, aérer les locaux, faire des désinfections fréquentes, voilà. Donc ce qu'ils appellent le socle du déconfinement, c'est vraiment toutes les mesures qui sont connues de tous à l'heure actuelle, je pense, et qui sont donc dans le processus logique en fait du déconfinement. Donc ensuite, le protocole aborde ce qu'ils appellent le calcul de la surface d'occupation maximum des espaces ouverts. Donc pour faire simple, ça concerne donc tous les lieux qui sont ouverts au public, par exemple type magasin, ou les milieux de travail, type bureau. Il y a un critère universel qui a été retenu par l'État, c'est donc l'histoire des 4 mètres carrés minimum par personne. Ce qui permettrait donc d'éviter le risque de contact, surtout si le flux de personnes dans cet espace est assez important. Donc, par exemple, dans un magasin où vous avez continuellement des gens qui se déplacent, on va vraiment utiliser les 4 mètres carrés puisqu'on ne peut pas mettre un cerceau autour de tout le monde pour limiter donc les 1 mètre. Alors, vous avez un petit schéma pour vous expliquer. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'ils appellent la surface résiduelle. Donc, c'est la surface qui est disponible réellement dans vos locaux. Donc, par exemple, dans le petit schéma, donc, qui n'est pas du tout à l'échelle, hein, c'est juste vraiment pour vous donner une idée. Si les locaux donc, font par exemple 200 mètres carrés, c'est le cadre bleu que vous voyez, on enlève la surface qui est occupée par le mobilier en gris. Donc, que ce soit des bureaux, du mobilier pour des bureaux, que ce soit du rayonnage pour des grandes surfaces, etc. On va enlever par exemple, admettons ici, 40 mètres carrés. Donc, on obtient donc la surface résiduelle de 160 mètres carrés, puisqu'on a la surface des locaux de 200 mètres carrés, moins les 40 mètres carrés qui sont occupés par le mobilier. On divise la base donc, de 160 mètres carrés par 4 pour assurer donc, les 4 mètres carrés par personne, ce qui va nous donner 40. Donc, par exemple, dans l'exemple que vous pouvez voir, on voit que ce sont des locaux de 200 mètres carrés, mais dans lesquels on pourra accueillir 40 personnes maximum simultanément. Donc ça, c'est un petit calcul qu'il faut faire en fonction de vos locaux, puisque quelqu'un peut avoir effectivement un espace de 200 mètres carrés, mais qui contiendrait 2 fois plus de mobilier, et du coup, il y aurait moins de personnes acceptées simultanément dans les locaux. Le protocole de déconfinement parle ensuite donc, de la gestion des flux de personnes. Donc, pour la gestion des flux de personnes, ils indiquent qu'il faut essayer de gérer les périodes d'affluence pour les étaler, pardon. Par exemple, essayer de les anticiper pour les éviter et les réduire. Vous pourrez, par exemple, faire une communication sur Facebook ou mettre un affichage en temps réel devant l'entrée de vos locaux pour que les gens sachent que, par exemple, dans votre magasin, il y a vraiment une période d'affluence forte vers 11 h le matin et éventuellement amener les gens à venir plus tôt ou plus tard dans l'après-midi, tout ça pour décaler justement le flux de personnes. On peut aussi mettre en place des plans de circulation, ça c'est si vous le pouvez, parce que tous les locaux ne s'y prêtent pas. Ça permet d'éviter les croisements, si on peut mettre une entrée et une sortie séparées, si possible. Donc c'est par exemple le petit plan que vous avez. On a une entrée unique. Ensuite, si vous allez à droite dans la salle de réunion, les toilettes, etc., vous passez donc sur le couloir de droite pour sortir finalement au bout. Et si vous avez besoin d'aller voir la comptabilité, vous prenez le couloir de gauche et vous ne repassez jamais en fait de là où vous venez. Ça permet de fluidifier tout simplement les flux de personnes. Il faudra surtout prendre en considération tous les acteurs, c'est-à-dire si vous avez des clients qui viennent, si vous avez des fournisseurs, si vous avez des prestataires, ils n'ont pas les mêmes types d'intervention, il ne reste pas forcément le même temps, etc. Donc, c'est des choses qu'il faudra anticiper au maximum pour ne pas vous retrouver avec un flux de personnes important en même temps.
Il faut aussi identifier donc, les risques de rupture de la distanciation physique, notamment à prendre en compte quand les gens arrivent dans votre entreprise ou en sortent. Parce que, par exemple, 20 personnes qui embauchent à la même heure, si vous avez des ascenseurs, il y aura forcément un blocage puisque tout le monde va se retrouver au même moment à cet endroit-là. Si vous avez 10 rendez-vous à la même heure dans les locaux, alors même si ce n'est pas forcément dans les mêmes bureaux, puis il y en a un qui a rendez-vous avec la direction, un autre rendez-vous, c'est à la comptabilité, un qui arrive à l'accueil. Si vous avez des portiques de contrôle, par exemple, à l'entrée, c'est pareil, ça va bouchonner. De même que si vous avez dans une usine 5 salariés qui débauchent à la même heure et que votre vestiaire fait 10 mètres carrés, ça va poser problème. Donc, il faut vraiment essayer d'anticiper ça au maximum pour justement étaler un peu les flux de personnes. Ce que recommande aussi l'État en termes de locaux communs, c'est d'échelonner quand c'est possible les horaires de pause des salariés, parce que c'est toujours pour la même raison. Hein. On essaye de fluidifier au maximum et de ne pas avoir, trop de personnes en même temps au même endroit. Tout ce qui est par exemple distributeur de boissons, il nous invite à canaliser les flux avec par exemple un sens de circulation, un marquage au sol. On vous montrera un exemple dans quelques minutes en photo puisque nous, on l'a mis en place dans notre centre d'affaires campus. Et voilà, donc je vous invite à regarder, donc ça c'est dans le protocole à la page 10, vous avez pas mal de bonnes pratiques entre guillemets qui se prêtent ou non à vos locaux. Par exemple, si vous avez un tourniquet à l'entrée, ils préconisent de les bloquer pour éviter que les gens les manipulent. Voilà. Donc voilà, ça peut être d'autres pistes à explorer pour vous. Donc ensuite, ils abordent dans le protocole national de déconfinement ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, qu'on appelle généralement les EPI. Pour rappel, l'État nous dit que c'est vraiment à utiliser en dernier recours. D'abord, on essaye de mettre en place tout ce qui est collectif et si jamais il peut y avoir des ruptures de distanciation sociale, etc., à ce moment-là, on met à disposition des EPI, mais comme c'est quelque chose qui est conditionné déjà par la bonne utilisation qu'on en fait et que ça peut être contre-productif, tout simplement parce que certaines fois, ça procure un sentiment de sécurité. Par exemple, porter un masque en faisant les courses et les gens ne font plus personne aux distanciations sociales. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Si c'est des EPI à usage unique notamment, il faut évacuer de manière sécurisée tout ce qui est déchets type lingettes préimprégnées, etc. On vous donnera aussi un exemple dans quelques minutes. En termes de masques, donc l'employeur peut décider de généraliser le port collectif du masque grand public au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qui peut se faire. Et en termes de gants, donc, sauf par exemple pour les métiers qui ont l'habitude professionnellement d'en utiliser, par exemple des médecins dans le milieu du nucléaire, il est quand même contre-indiqué de porter des gants parce qu'ils sont plus vecteurs de transmission pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est assez contre-productif. Voilà, j'espère que tout va bien pour le moment. Ensuite, le rôle des entreprises qui est donné par l'État donc dans le contexte donc de la réouverture des commerces et des entreprises, c'est dans un premier temps de relayer les messages des autorités sanitaires, d'inciter les salariés symptomatiques à ne pas venir travailler, d'évaluer et réduire les risques de contamination sur le lieu de travail et de collaborer avec les autorités sanitaires dans le cadre de ce qu'on appelle le contact tracing. Donc ça, on en reparlera après. Trois petites infos importantes à savoir. Donc, en termes de tests de dépistage, les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées, il faut le savoir. Le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés, il revient à l'entreprise de rédiger préventivement une procédure de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques en suivant donc, les grandes lignes qui sont données par l'État dans le protocole de déconfinement. Vous avez, c'est pareil, un paragraphe dans le protocole où tout est vraiment détaillé, ce qu'il faut faire étape par étape. Et en termes de prise de température, le contrôle de température à l'entrée des établissements de travail est fortement déconseillé pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si, par exemple, vous avez un salarié qui vient tous les matins à vélo, ce n'est pas parce qu'il aura de la température, effectivement, qu'il sera systématiquement porteur du Covid, parce qu'il va avoir chaud en arrivant. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un salarié qui est complètement asymptomatique et auquel cas, voilà, c'est pas... Disons que ce n'est pas un test infaillible. Dans tous les cas, il est conseillé aux entreprises de demander à leurs salariés de s'auto-surveiller
Voilà, donc dès qu'on sentirait qu'on a une forte toux, qu'on a une perte d'odorat, enfin voilà, tous les symptômes que vous pouvez connaître, là, à ce moment-là, il y aura effectivement un comportement à adopter par rapport à ça. Donc, toujours dans le protocole de déconfinement, vous avez ce qui concerne le nettoyage et la désinfection. À savoir qu'il y a des fréquences de nettoyage qui sont imposées par l'État. Par exemple, pour tout ce qui est surface et objets touchés, il faudrait donc les nettoyer plusieurs fois par jour. C'est ce qu'ils appellent généralement les points de contact. Donc, que ce soit les poignées de porte, les distributeurs de boissons chaudes, etc. Et donc, tout ce qui est sol et matériel roulant, par exemple les portants pour les vêtements, il faudrait donc les nettoyer tous les jours. En termes de préconisation, donc l'État demande que les salariés soient équipés de pays usuels pour le ménage, d'utiliser les produits contenant un tensioactif, ça c'est pareil, c'est préconisé. Ensuite, donc, ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression, ne pas secouer les chiffons, voilà. Donc, c'est vraiment des petites choses après qui sont détaillées en fonction de votre activité. Dans tous les cas, les opérations de désinfection en plus du nettoyage, c'est uniquement si l'évaluation des risques le justifie. C'est-à-dire on ne va pas procéder à des grosses opérations de désinfection au-delà donc, du nettoyage habituel avec les produits convenables. Mais on ne va pas du coup nettoyer toute une entreprise de fond en comble avec des produits, etc., si rien ne le justifie. J'espère que ça va pour vous. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes du protocole national de déconfinement que vous pouvez lire, donc qui est disponible sur le lien qui était au tout début. Il y a un deuxième support qui a été fait par l'État et qui concerne les fiches métiers. Donc, vous pouvez y accéder via le lien que vous pouvez voir. Alors, vous ne pouvez pas forcément cliquer dessus et vous n'aurez pas le temps forcément de tout recopier. Dans tous les cas, on vous enverra probablement le slide ou en tout cas, on vous enverra les adresses des liens qu'on vous a mentionnés. Donc, il faut savoir que les fiches conseils ont été conçues par le ministère du Travail à destination des entreprises pour la mise en œuvre des mesures de protection contre le Covid au sein des entreprises. Donc, c'est un support supplémentaire et complémentaire avec le protocole national de déconfinement. Pour vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant, voilà à quoi ressemble une fiche métier. On va prendre l'exemple d'une boulangerie parce que c'est plus parlant. Tout le monde a déjà passé la porte d'une boulangerie. Les fiches, elles abordent dans un premier temps, et donc par secteur d'activité, tout ce qui va être une phase de rappel. Donc, par exemple, quels sont les risques de transmission. Ils vont rappeler effectivement des informations importantes qui concernent le protocole national de déconfinement dont on vient de parler, les bons réflexes à adopter. Et vous avez donc ensuite une phase de préparation. Donc, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que la boulangerie pourrait faire avant de réaliser son activité face aux clients. C'est, par exemple, installer une barrière de sécurité transparente. Vous avez ensuite une phase de réalisation, c'est-à-dire quand le boulanger est dans l'action directement sur le terrain, utiliser des pinces pour saisir les produits. Et dans un dernier temps, tout ce qui est vérification, donc vérifier le nettoyage régulièrement du comptoir. Voilà en quoi ça consiste, donc les fiches métiers qui ont été éditées. Il faut savoir qu'elles n'ont pas encore été toutes éditées pour tous les secteurs d'activité. Donc, si votre secteur d'activité n'est pas encore sorti, surveillez régulièrement. Après, vous pouvez peut-être trouver des fois des choses similaires. Je sais que nous, comme rien n'était fait en termes de fiches métiers, on s'est basé sur ce qui était l'accueil de l'hôtellerie. Voilà. On va passer donc au retour d'expérience. On parlera donc de l'entreprise Gefica, puis de nos bâtiments de l'ADEPCON et du Centre d'affaires Campus. Donc, ce sont des exemples concrets qui sont sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Loire. Donc, l'entreprise Gefica a obtenu la labellisation de son protocole Stop Covid-19 via la Socotec sur la base du protocole national de déconfinement. Donc, soit je vous invite à regarder la vidéo qui est en lien sur la slide d'après après le webinaire, soit on va la diffuser. Je ne sais pas comment on s'organise. Et donc, je passe la parole à M. Keishou, qui est directeur général et technique chez Gefica. Bien, eh bien, rebonjour à tous. Comme Ophélie vient de le dire, effectivement, donc Abel Keishou, directeur général de la société Gefica, et comme ça a été également indiqué, on a fait le choix, il y a maintenant pratiquement 2 mois, de ne pas fermer l'entreprise face au Covid-19 et aux contraintes associées. Alors à cela, plusieurs raisons.
c'est qu'on n'en est malheureusement pas à notre première pandémie, que ce soit en France ou dans le monde, hein. On a eu, il y a encore quelques années, le cas du H1N1, qui paraît bien lointain maintenant, et qui avait conduit déjà, en son temps, à un certain nombre de mesures applicables au sein des différentes structures, y compris dans l'industrie comme pour nous. Et il se trouve que dès lors qu'on est rentré en phase 3 au mois de mars, au niveau pandémique, on a déclenché ce que l'on appelle le plan de continuité de l'activité. Donc en fait, c'est un plan qu'on avait construit maintenant il y a plusieurs années, qui nous avait conduit à avoir en stock euh, des masques. Alors à l'époque FFP2, même si c'était pas bien parce que il fallait les réserver au secteur médical lorsque le Covid a commencé à se propager. Enfin, le ou la Covid, hein, je laisse chacun utiliser l'adjectif, enfin le genre qui lui va bien. Mais dans le cas en fait de la pandémie, on avait donc un stock disponible de masques et on avait mis en place un certain nombre de choses qui nous ont permis de déclencher très rapidement le télétravail, donc l'infrastructure informatique, et de mettre en place un certain nombre aussi d'activités, et notamment, je pense par exemple à la comptabilité, parce que l'on avait développé ces dernières années la notion de dématérialisation, notamment par exemple pour les factures achats fournisseurs. On avait cette possibilité de ne plus avoir à traiter les papiers, ce qui faisait qu'on n'avait plus l'obligation de récupérer les factures, de traiter les factures, de gérer les règlements. Tout ça peut être fait à distance et c'est ce qui a été donc engagé. Alors, on a, comme je le disais, fait le choix de conserver l'activité. Malgré tout, on a quand même été confronté, comme beaucoup d'entre vous, à ce que l'on appelle les arrêts dérogatoires, notamment les gardes d'enfants, les personnes arrêtées pour cause de facteurs de risque de santé, les personnes donc, qui souffrent d'hypertension, diabète, etc. Ce qui nous a quand même conduit à limiter malgré tout le niveau d'activité de l'entreprise. Alors pour en venir au protocole, on a donc au fil de l'eau complété notre plan de continuité de l'activité avec un certain nombre de mesures qui étaient enrichies au fil des ordonnances, parce qu'avant le protocole qu'évoquait Ophélie, donc le protocole de déconfinement qui a été publié début mai, on a eu un certain nombre d'ordonnances qui ont été publiées sur fin mars notamment, et qui encadraient les activités pendant cette période à la fois de confinement et pour les raisons de protection des salariés, comme pour ce qui relevait des déplacements par exemple. Donc dans le cadre du plan de continuité, on a donc enrichi avec les fameuses mesures au niveau national de déconfinement, le plan de déconfinement. Et on a fait également le choix, pour ça, de faire appel à la Socotec qui a développé, un peu comme ça s'est fait ces dernières semaines au travers d'autres organismes indépendants, une labellisation que l'on a appelée nous Stop Covid-19, mais qui porte d'autres noms. Alors, ce n'est pas le label rouge, hein, mais ça ne peut pas être le label vert non plus. Donc, on n'a pas trouvé de nom officiel pour l'instant. Il se trouve que cette labellisation est là pour donner un sens à l'ensemble des actions qui ont été mises en place au sein de l'entreprise, afin d'une part d'assurer nos salariés, parce que c'était l'objectif premier, de leur sécurité en maintenant leur activité professionnelle, et également nos prestataires extérieurs, et notamment par rapport à toutes les actions qui ont été citées par Ophélie tout à l'heure. On a, dans le cadre du plan de continuité de l'activité, mis en place tout de suite 4 nettoyages par jour par une société extérieure, la mise en place des gels hydroalcooliques en tout point pour les salariés, donc les masques dont je parlais tout à l'heure, le port de visière également,
parce que les masques ne sont pas forcément appropriés toujours à toutes les situations. Et on a également donc mis en place des lingettes de désinfection pour les postes utilisés, que ce soit les ordinateurs, enfin les claviers, les souris, comme les postes de travail. Sur le reportage, vous verrez un prélèvement qui est effectué sur une machine, notamment lorsque les opérateurs appuient au long de la journée sur les boutons pour manœuvrer la machine en question. Donc l'idée, c'était vraiment de se trouver un moyen officiel et quelque part reconnu qui puisse nous conforter, nous, dans l'idée que ce que l'on avait mis en place était conforme et suffisant. Conforme parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le protocole en question reste malgré tout, même si ce n'est pas une loi de nature à encadrer le fameux déconfinement. Donc il a un caractère légal et on peut être bien évidemment mis en porte-à-faux ou en tout cas poursuivi pour défaut de mise en œuvre. Et on a pour les entreprises de manière générale, à ne pas oublier, c'est l'obligation de ce fameux document unique d'évaluation des risques aussi, qui doit être mis à jour avec l'ensemble des risques justement sanitaires observés au sein de l'entreprise et les actions mises en œuvre pour y pallier. Alors, je ne vais pas vous faire un descriptif pendant 1 heure. Hein. L'idée, c'était juste, au travers du témoignage, donc, de dire qu'on a au sein du bassin, et notamment à Cône, des entreprises qui ont maintenu l'activité, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance au départ, notamment avec les contraintes que j'évoquais tout à l'heure, et qui, pour cela, donc, ont fait le choix de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, dont le fameux protocole, mais pas seulement. Les fiches métiers, alors les fiches métiers sont effectivement pas applicables à toutes les activités, mais on peut s'en inspirer, notamment pour ce qui est de la manutention, par exemple, si vous avez un magasinier qui fait du chargement, déchargement, etc. Donc on peut en tout cas s'inspirer d'un certain nombre d'entre elles pour pouvoir déployer au sein de sa propre entreprise les mesures adéquates. Voilà, enfin, dans les grandes lignes, ce que je peux vous dire. Alors, juste une petite remarque concernant les masques dont parlait Ophélie tout à l'heure. Alors, il est recommandé, bien évidemment, le port de masque, bien que pendant des semaines, on nous a convaincus du contraire. Parce que, pour tout vous dire, au début, on avait même interdiction dans l'entreprise de porter des masques, parce qu'on nous avait expliqué en long et en large que ça ne servait à rien. Donc là, maintenant, on a remis le port du masque comme étant une des obligations au sein de l'établissement. Il n'empêche que on a fait le choix de ne pas proposer les masques dits alternatifs, ce que évoquait Ophélie, donc les fameux masques lavables, parce que il relève ensuite de la responsabilité de l'employeur de procéder au nettoyage, au lavage des masques. Donc j'attire l'attention là-dessus simplement. D'où notre choix de faire usage des masques dits chirurgicaux jetables et utilisables donc pendant 4 heures maximum. Donc on en a 2 par salarié par jour, ce qui nous fait un stock de quelques milliers de masques, mais c'est recommandé au vu des contraintes de nettoyage dont je parlais tout à l'heure. Voilà pour le principal, hein, bien évidemment, on a l'ensemble des points, les flux, le sens des entrées et des sorties, éviter les croisements. On a banni les vestiaires, les gens arrivent en vêtements de travail et repartent en vêtements de travail. On a également organisé, comme je l'expliquais tout à l'heure, les bureaux pour les histoires là, de ce qu'on appelle la jauge. Alors, ne me demandez pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais ça revient à déterminer le nombre de personnes maximales autorisées au sein d'une pièce. Donc on a calculé ça avec beaucoup d'attention, en prenant en compte également un élément qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais ce qu'on appelle les couloirs de circulation. Donc on doit déduire aussi de la surface disponible les couloirs de circulation. Et je peux vous garantir qu'on tombe de haut quand on fait le calcul, parce que dans notre réfectoire, on ne peut pas avoir plus de 4 personnes en même temps. Donc pour déjeuner, c'est compliqué. Alors ça nous a contraint à une gymnastique et je remercie d'ailleurs au passage la mairie de Cône-sur-Loire parce qu'on a fait appel à eux qui nous a prêté des barnums
Et du coup, comme il fait beau, on en profite un peu. On a étendu la surface sur le parking extérieur de l'entreprise pour recevoir les salariés pendant les pauses, plutôt que de leur dire non, vous allez déjeuner de manière séparée. C'était quand même plus humain de dire on conserve le côté convivial de déjeuner ensemble en respectant la distanciation, mais en ayant plus de surface. Donc l'appel au Barnum a été pour nous une solution. Et je pense on peut en trouver bien d'autres, hein, mais en tout cas, c'est celle qui nous a permis, nous, de maintenir et de continuer l'activité. Voilà, je vous embêterai pas plus avec ce retour d'expérience, mais je reste disponible, hein, bien sûr, si vous avez des questions sur la mise en pratique. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Keishou, pour votre retour d'expérience. On va vous montrer en photo quelques petites choses qu'on a mis en place, nous, dans nos locaux donc de l'ADEPCON et du Centre d'affaires Campus. Par exemple, donc ici, vous voyez sur la photo de gauche, c'est notre zone d'attente extérieure. Donc, on l'a instaurée devant les deux bâtiments. Vous avez un marquage au sol avec un panneau qui indique qu'à cet endroit, si quelqu'un est déjà dans la zone suivante, donc qui voit à distance, d'attendre ici et de respecter les distanciations à tout moment. La porte est ouverte puisqu'il faisait beau, donc on en profite. Ça évite les manipulations et ça permet d'aérer en continu. Sur la seconde photo, vous voyez donc ce qu'on appelle la zone d'attente intérieure, où vous avez également un marquage au sol et un sens de circulation, ce qui permet donc aux gens, par exemple, qui rentrent, de se mettre dans la zone et de laisser, d'être à bonne distance pour laisser les personnes qui souhaiteraient sortir, pour pas que ça bouchonne à cet endroit-là. Vous avez une petite table avec du gel hydroalcoolique et une petite affiche qui indique d'attendre dans la zone et de se désinfecter les mains et que nous arrivons si jamais nous ne sommes pas déjà ici. Et donc, sur le poste informatique, on a mis une petite affiche qui indique donc le rappel des gestes barrières, qui est toujours utile puisque certaines fois, les personnes qui rentrent dans les bâtiments ne respectent pas forcément, ce qui est un petit peu compliqué. Ensuite, en termes de bureau, par exemple, sur la photo de gauche, on a réduit le nombre de personnes donc, simultanées. Donc là, on peut recevoir une personne dans ce bureau à bonne distanciation et avec un marquage au sol pour éviter tout bêtement, des fois, dans l'élan, entre guillemets, de se rapprocher pour voir l'écran. Voilà. Donc ça reste visuel et ça fait une petite piqûre de rappel. Sur la photo de droite, vous avez donc une de nos salles de réunion à l'ADEPCON, qui est en effectif du coup très réduit, à bonne distanciation et avec un marquage au sol également pour se rappeler qu'il ne faut pas se rapprocher les uns des autres. Ensuite, donc en termes d'espace commun, par exemple au niveau de nos sanitaires, on a décidé de mettre en place une affiche sur la porte qui limite l'accès au bloc sanitaire à une personne à la fois. Et donc, au niveau du lavabo, vous avez une seconde affiche avec les préconisations en termes de lavage de mains. Donc, c'est une affiche aussi que vous avez l'habitude de voir régulièrement, qui a été faite par l'État. Et sur la partie de droite, donc, vous avez nos deux distributeurs de boissons. Vous avez, dans un premier temps, donc, sur la gauche, la fontaine à eau. On a décidé exceptionnellement d'en interdire l'usage, tout simplement puisqu'on est, nous, dans une démarche éco-responsable, que ce soit à l'ADEPCON ou au Centre d'affaires Campus, et qu'on a donc des gobelets réutilisables qui sont censés être manipulés derrière par nos salariés. Donc, on a préféré mettre ce système en place pour limiter justement le cas de contamination auprès de nos salariés. Et puisque c'est aussi relativement simple à pallier pour nos visiteurs, ils peuvent, donc sachant à l'avance que la fontaine à eau n'est pas disponible, ils peuvent très bien amener une gourde d'eau, etc. Vous avez sur la droite le distributeur de boissons, donc distributeur de boissons chaudes, comme c'est quelque chose qui nous est fortement demandé et qui avait donc les obligations de l'État en termes de marquage au sol et donc de sens de circulation. Vous avez donc les distanciations obligatoires qui sont notifiées au sol avec le sens de circulation pour pas que les gens effectivement fassent demi-tour, se croisent, etc. Et vous avez sur la machine donc une affiche qui demande de respecter ces distanciations, de mettre obligatoirement du gel hydroalcoolique avant et après l'utilisation de la machine, et exceptionnellement de mettre les gobelets qui sont normalement recyclés dans la poubelle classique. Donc, vous avez une poubelle qui a été installée juste à côté.
Et donc ça, on l'a toujours mis en place pour la sécurité de nos salariés. Hop, un dernier petit exemple donc, qui concerne le ménage. Par exemple, sur la photo de gauche, on a attribué donc une zone pour le stockage des poubelles. C'est également ce qui est demandé par l'État dans le protocole national de déconfinement. Donc, on y met les poubelles qui contiennent potentiellement du matériel contaminé, tout ce qui est lingette de désinfection, dans un sac doublé fermé qu'on doit laisser ici 24 heures. Donc, c'est ce que la petite affiche explique pour rappel. Et après 24 heures, excusez-moi. Et après 24 heures, donc, on doit mettre les sacs poubelles dans un plus gros sac poubelle et ensuite le mettre dans la poubelle classique. Vous avez aussi du matériel qu'on a préféré emballer, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est du matériel, tout ce qui concerne par exemple donc, les télécommandes des salles de réunion, les terminals de paiement bancaire, les claviers d'ordinateur. Quand on a pu, on les a mis là-dedans, puisque ce sont des éléments qui ont des touches et où on peut facilement introduire entre guillemets de la saleté ou de la contamination. Donc, après chaque utilisation, avant de quitter le poste ou d'arrêter d'utiliser l'objet, on passe la lingette, le produit nettoyant, etc. sur le support et ça évite donc que le virus rentre dans les touches des claviers, etc. Et on a également mis en place des petits mémos, entre guillemets, de nettoyage qu'on a apposés, par exemple, sur les photocopieurs, les commandes de fermeture des rideaux automatiques, etc. Tout simplement parce que des fois, dans l'élan de la journée, on peut être vite sujet à oublier de désinfecter. Donc, ça permet effectivement de faire une petite piqûre de rappel. En termes d'autres choses qu'on a mis en place, donc c'est une liste hein, bien sûr non exhaustive, il y a tellement de choses à penser, à adapter en fonction des structures. Ce sont des choses à titre d'exemple qui sont en complément de ce qui est demandé donc, dans le protocole national. On a fourni donc du gel hydroalcoolique et des masques à nos salariés. Donc ça n'a pas posé de soucis particuliers et puis du coup ça nous a permis de passer des commandes locales pour ce matériel-là. On a basculé sur un système de visioconférence puisqu'on a un briefing quotidien interne. Donc ça a juste nécessité d'adapter 2-3 choses en termes de matériel informatique pour nos équipes, de racheter un jeu d'écouteurs, etc. On a mis en place au point d'accueil ce qu'on appelle une matrice des contacts qui permet donc aux personnes qui sont à l'accueil de renseigner notamment le niveau de risque des personnes croisées, donc c'est la petite grille que vous apercevez. Alors, il faut savoir que normalement, ce qu'ils appellent donc, le contact tracing, c'est à faire si vous avez un salarié dont le cas Covid est confirmé. Et clairement, nous, dans nos structures, on croise tellement de mondes différents qu'on a préféré mettre en place ça, tout simplement pour se rappeler qui on a vu dans les 15 derniers jours, parce que sinon, c'est clairement ingérable. Donc, c'est un outil, donc c'est non officiel, hein, c'est pour nous permettre un suivi quotidien. On sait que le contact tracing, ça fait polémique en ce moment, c'est sûr, mais bon, nous, ça nous permet au moins d'avoir un suivi quotidien. Et dans tous les cas, donc, ça peut être utile de savoir si jamais vous avez un salarié qui a été infecté, de savoir qui aurait pu contacter d'autres. On laisse les polémiques où elles sont. Ensuite, en termes d'horaire de travail, on a dû modifier les horaires de travail de nos deux équipes, que ce soit ADEB ou Centre d'affaires Campus, pour se consacrer du coup au ménage quotidien obligatoire, puisque donc nous avons une société externe de ménage pour nos deux bâtiments, mais ils viennent tous les 2 jours et du coup le jour où ils ne sont pas là, comme il faut laver le sol exclusivement tous les jours, etc., nettoyer les points de contact plusieurs fois par jour, on a décidé de fermer plus tôt au public pour pouvoir se consacrer donc à ce ménage quotidien. Là, la difficulté, c'est que ça peut être compliqué à entendre pour certains salariés. Il faut essayer de concilier le management avec les obligations de l'État. Ce n'est pas toujours évident, ça, on le conçoit très bien. En termes donc de présentiel, sinon, par exemple, dans les locaux de l'ADEPCON, on fait du présentiel en alternance. Comme on est tout équipé en télétravail à l'Agence de développement économique, ça nous permet de venir un jour sur 2, par exemple. Aujourd'hui, clairement, c'était Sophie
qui est donc dans les locaux de la DEPCON, et moi, je suis donc chez moi dans mon salon. Voilà, ça permet de pouvoir effectuer un roulement et d'alterner les équipes et qu'il y ait toujours quelqu'un de présent pour accueillir les gens qui souhaiteraient venir à la DEB, mais sans nous mettre toutes en même temps au même endroit. Voilà. On a aussi créé en amont, avant le déconfinement, des procédures pour les salariés, pour nos locataires, puisqu'effectivement, Sophie Rochard vous le disait, on a des locataires dans le bâtiment du Centre d'affaires Campus, et pour les visiteurs ponctuels qui viendraient donc pour louer ponctuellement un bureau, par exemple, ou un espace de coworking, pour les informer des dispositions qu'on avait prises, ce qui permet, par exemple, qu'ils sachent à l'avance avant de venir qu'il n'y aura pas la fontaine à eau à disposition. Voilà, ça permet à tout le monde de savoir dans quel contexte ils arrivent, s'il y a du gel hydroalcoolique qui est mis à disposition. Enfin, voilà. Et donc, cette petite procédure-là, on l'a fait signer par nos salariés pour qu'ils prennent bien conscience de tout ce qui était donc demandé par l'État et que ce soit fait donc de manière régulière derrière. Donc ça, c'était pour le côté personnel. Ensuite, pour ce qui est en termes de locataires ou de visiteurs, on leur a mis du gel hydroalcoolique donc à disposition dans les espaces communs. On a aussi retiré, par exemple, tout ce qui était carte de visite, flyer de la zone d'accueil pour éviter les manipulations, tout simplement. On a mis en place une procédure pour la réception de colis et de courriers qu'on a diffusés à nos locataires. Ils savent donc, à titre d'exemple, qu'on a reçu un colis, qu'on l'a bien désinfecté avec les produits nécessaires. On indique ensuite l'heure à laquelle on a déposé le colis dans leur bureau en l'inscrivant sur le carton. Et après, libre à eux, puisque c'est pareil, il y a plusieurs informations qui circulent, il faut attendre tant de temps ou tant de temps avant de remanipuler quelque chose derrière. Voilà. Nous, on marque l'heure à laquelle ça a été posé ou ça a été désinfecté et après, libre à eux de l'ouvrir quand ils le souhaitent. On a suspendu aussi le ramassage du recyclage temporairement pour limiter les contaminations donc, possibles, puisque le personnel du coup, manipule derrière la gestion des déchets tout simplement pour les amener au point d'apport volontaire. Malheureusement, la difficulté, c'est que certaines fois, ça peut atterrir dans les poubelles classiques, malgré l'information qui avait été faite à ce sujet. Donc, ça peut être à double tranchant, mais c'est toujours pour une question de sécurité. Nous, on a décidé de fermer le coin repas du centre d'affaires campus, puisque c'était trop petit pour le respect des distanciations sociales. C'était ingérable pour nos équipes d'avoir à nettoyer derrière le passage de chacun avec le micro-ondes, etc. Et on ne pouvait pas décaler les horaires de repas des uns et des autres, puisque ce ne sont pas des salariés, ce sont donc des locataires ou des visiteurs qui sont dans nos murs. Donc, on ne peut pas leur imposer de venir déjeuner à telle heure ou telle heure. Comme ils n'ont pas accès, du coup, par exemple, au frigo, on leur a autorisé ponctuellement donc, à déjeuner dans les bureaux, chose qui ne se fait pas habituellement. Il y a des tables aussi à l'extérieur qui sont à l'air où ils peuvent aller déjeuner. Ça, c'était déjà en place avant. Et donc, on leur demande, par exemple, de penser à emmener une glacière s'ils amènent des produits frais ou de faire la vaisselle chez soi. Alors, on sait que ça peut être certaines fois problématique parce que ce ne sont pas des conditions idéales pour recevoir des visiteurs. Mais on a fait ce choix notamment pour la sécurité de notre personnel et de nos gérants, de nos clients, parce que sinon c'est ingérable, tout simplement. Comme on a une impossibilité aussi de réserver donc, des salles de réunion en ce moment, on les a transformées en espaces ouverts ou en petit bureau de coworking. C'est la photo que vous pouvez voir. On a pris les mesures donc, pour bien respecter les distanciations. Et on peut donc accueillir les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent télétravailler, etc. Donc, on a modifié un petit peu la configuration donc, de nos locaux. Et on a posé un petit peu partout des affiches sur la distanciation physique, bien porter son masque, les gestes barrières, etc. Voilà, voilà. C'en est fini pour cette partie-là, je vous rassure. On va passer aux petites informations utiles. Donc, en termes d'informations utiles, vous avez pas mal de supports d'affiches que vous pouvez télécharger directement, par exemple sur le site du gouvernement, tout ce qui est gestes barrières, comment se laver les mains. C'est des outils qui sont assez bien faits et qui ne nécessitent pas d'être manipulés derrière, donc n'hésitez pas à les mettre dans vos locaux à destination de vos clients ou même de vos salariés.
Vous avez aussi des visuels que, par exemple, nous, on a utilisés pour créer des affiches, mais qui n'en sont pas à la base, ce qui est, par exemple, distanciation sociale, bien utiliser son masque. Après, vous pouvez en disposer où vous le souhaitez dans vos locaux, aux endroits stratégiques où il y a potentiellement soit du passage, soit où les gens se lavent les mains, soit là où les gens peuvent se croiser assez régulièrement et ne pas respecter les distanciations. En termes d'achat d'équipements de protection, la CCI de la Nièvre, elle a mis en place une carte des fournisseurs et des prestataires nivernais qui vendent par exemple des gants, des masques, des charlottes, des blouses, du gel hydroalcoolique, des prestations de désinfection. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se font dans le département. On a alimenté, nous, cette liste auprès de la CCI en ce qui concerne le territoire de la communauté de communes Cœur de Loire. Donc, c'est une liste non exhaustive. Il y en a une dizaine recensées à ce jour. Si jamais vous souhaitez apparaître dessus parce que vous disposez donc de matériel comme ceci à la vente, vous pouvez soit nous faire passer l'information, soit les contacter directement via leur site internet. Vous avez le petit lien sur la droite du PowerPoint. Voilà, ça permettra d'accueillir vos salariés et vos clients de manière sécurisée, tout en faisant fonctionner les entreprises locales et tout ce qu'on peut souhaiter en ce moment. Donc, comme le disait M. Keishou tout à l'heure, il y a une information qui est relativement importante qu'il faut avoir en tête en ce moment, c'est ce qui concerne votre DUERP, donc c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, pour rappel, c'est un document qui est obligatoire pour toute entreprise et en tout temps et qui nécessite donc un suivi régulier. Donc, en général, le fichier contient plusieurs onglets. Je fais une petite aparté dessus pour ceux qui ne connaissent pas forcément le système. Donc, vous avez ce qu'on appelle une méthodologie, donc un critère de cotation qui va de mineur à critique, qui prend en compte la gravité potentielle, la fréquence et la maîtrise d'un risque. Par exemple, les chutes de plein pied que vous pouvez avoir, que ce soit d'ingérer un produit qu'il ne faudrait pas, etc. Ensuite, vous avez une partie où vous avez l'évaluation par unité de travail, si vous avez une partie donc, de production, de direction, etc. Donc, généralement, les risques sont différents. Et vous avez une synthèse qui, en fonction de la cotation, vous classe les risques. Donc, vous avez une criticité, ce qu'on appelle. C'est le petit tableau que vous pouvez voir sur le slide. C'est ce qui permet de vous dire pour tel risque, par exemple les chutes de plein pied, il n'y a aucun souci, vous avez fait le nécessaire, vous êtes dans la zone verte. Si vous êtes dans la zone orange, il va falloir penser à mettre quelque chose en place pour essayer d'éviter le risque ou de le limiter. Et en l'occurrence, si vous êtes dans la zone rouge, il faut absolument faire quelque chose et de manière assez rapide. À savoir qu'il en découle du coup un plan d'action, c'est ce que vous devez mettre en œuvre pour supprimer ou respecter ou limiter les risques détectés. Et vous avez après une partie de contrôle et vérification, ce qui vous permet de suivre tout ce qui est obligatoire, donc la vérification des extincteurs, etc. Donc ça, c'est la version habituelle, entre guillemets, du document, c'est la version classique. Mais avec l'apparition du Covid-19, donc il faut intégrer obligatoirement dans ce document-là ce qui a été mis en place. Donc, par exemple, lors de l'apparition de l'épidémie, si vous avez acheté du gel donc en février pour vos équipes, que vous avez mis en place les affiches pour les gestes barrières, que ce soit pendant le confinement, la mise en place du télétravail, la préparation à la réouverture, au moment du déconfinement, que ce soit l'installation du marquage au sol, un accompagnement psychologique de vos salariés. Voilà, donc c'est le fait de lister tout ça. Il n'y a pas d'obligation sur le format du document, mais par contre, je vous invite par exemple à créer un espace spécifique à ce risque exceptionnel dans votre partie plan d'action. Vous pouvez l'appeler, je ne sais pas, crise sanitaire 2020, Covid-19. Vous listez l'ensemble des actions que vous avez mis en place et vous indiquez pour chacun la durée durant laquelle ça a été activé. Donc, pendant combien de temps vous avez mis le gel à disposition, pendant combien de temps vous avez mis les personnes en télétravail, etc. Donc, c'est à vous de les inscrire. Alors après, selon votre organisation, soit de manière chronologique à mesure que vous les avez mises en place, soit par thématique, si vous voulez, tout ce qui est sur le plan humain, le plan organisationnel, etc. Et donc, il faut savoir, il y a des métiers qui accompagnent les entreprises dans la mise en place et l'accompagnement des outils tels que le document unique. Je pense par exemple à Proforma qui est basé à la Charité-sur-Loire. Ça peut être une piste si vous n'avez pas le temps ou pas les moyens humains de le mettre en place. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les contrôles en France auraient débuté pour vérifier donc, la mise à jour du DUERP au sein des entreprises. Et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça doit être de l'ordre de… Alors, vraiment, en prendre avec des pincettes, mais je crois que ça doit être 500 € de
de retard par jour. Enfin, 500 euros de... Ah, je vais pas y arriver. Vous pouvez avoir une amende de 500 euros par jour de retard sur la mise à jour de votre DUERP. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous invite maintenant donc, à répondre à vos questions, éventuellement, si vous en avez eu dans le chat, si vous en avez là maintenant. Voilà. Si vous avez des questions relatives à votre activité pour la mise en place des mesures de protection sanitaire, nous sommes à votre écoute. Moi, j'avais juste une précision à apporter, c'est qu'il y a une nouvelle aide qui est sortie à destination des entreprises pour l'achat, pour l'acquisition de tous ces équipements sanitaires. Donc, alors, il y a un certain nombre d'équipements qui sont pris en charge, donc tout ce qui est mesures barrières et distanciation physique, et aussi tout ce qui est mesures d'hygiène et nettoyage. Et à partir du moment où vous mettez en place par exemple, un plexiglas, des poteaux, des choses comme ça, tout ce qui va concerner de la distanciation physique, vous pourriez intégrer dans la demande tout ce qui va être masque, gel. Sinon, on ne peut pas faire une demande que sur du masque ou du gel. Et il faut avoir un minimum de dépenses de 1 000 € hors taxe, sachant que c'est entre maintenant et le 31 décembre 2020. Donc, avec tout ce qui nous est demandé, je pense que les 1 000 € à un moment donné vont être atteints et l'aide est à hauteur de 50% de cette somme. Voilà. Et le maximum que l'on puisse obtenir, parce que les entreprises pour lesquelles ça coûte extrêmement cher cette mise en place, le maximum c'est 5 000 €, c'est-à-dire donc 10 000 € de dépenses hors taxe. Si vous voulez plus de détails sur ça, je pourrais vous envoyer les informations avec vraiment les listes du matériel qui peut être pris en charge. Une petite précision, ce n'est disponible que pour les entreprises de moins de 50 personnes. Alors, moins de 50 personnes ou les travailleurs indépendants qui n'ont pas de salariés. Oui. Est-ce que vous aviez des questions? Soyez pas timide. On peut peut-être débloquer les micros au cas où. Oui, pardon. Hop, hop. Ah, bien. Ça veut pas? J'en ai un qui, voilà, à chaque fois. Sont tous passés. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions relatives à l'ouverture de votre entreprise, de votre activité? Oui, des questions plus spécifiques. Madame Roumier, vous avez quelle activité? Moi, je suis dans le mieux vivre au travail. Donc, en fait, voilà, je m'intéressais à votre démarche. Et puis, je trouvais que c'était très clair. Et voilà, c'est important de savoir vraiment comment mettre en œuvre. Et je pense que en plus, les 2 exemples qui ont été donnés, donc vous et puis Jessica, étaient très intéressants. Donc, voilà. Bon, après, je pense qu'on ne peut pas se prémunir de tout, mais il faut suivre la réglementation. Et puis, voilà. C'était très, très intéressant. Les photos étaient bien aussi. Voilà, je n'ai pas de questions particulières. Parce que, voilà. Ben, merci à vous, en tout cas, pour ce retour. Ensuite, Johan. Oui. As-tu des questions spécifiques? Ben, pas vraiment. Déjà, je voudrais attendre plutôt d'avoir la fiche métier pour savoir un peu quelles sont les obligations. Et puis, j'ai appelé la préfecture hier et pour l'ouverture, de toute façon, ils disent qu'il faut attendre le 28 mai avant de savoir si on peut réouvrir. Donc, pour l'instant, j'attends un peu de savoir si je peux réouvrir et puis les fiches métiers, savoir ce que je dois mettre en place exactement. Quoi. On a une même problème. Je ne sais pas si en salle de sport, on va pouvoir être. Est-ce qu'il faudra plus de 4 mètres carrés ou est-ce qu'il faut ou pas quoi. Enfin, tout ça. Pour l'instant, oui, on n'a pas les infos. Tu sais, nous, lundi matin, en fait, on a rouvert et à 11h du matin, on a appris qu'on refermait parce qu'ils ont passé un décret lundi matin en disant « Ah ben non, pas les salles de réunion ». Bon, d'accord. Des petites surprises. Juste une petite précision là sur les fameux 4 mètres carrés, parce qu'on avait été amené à expliquer ça aussi chez nous, parce qu'ils nous demandaient comment ça se faisait qu'on nous imposait les 4 mètres carrés. En fait, c'est tout bête, c'est que le fameux mètre de distanciation physique
lorsque l'on doit respecter 1 mètre devant soi, 1 mètre derrière soi, 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, ça fait 2 mètres par 2 mètres, d'où les 4 mètres carrés. Donc en réalité, ils n'ont pas, parce qu'au départ, c'est vrai que ça pouvait paraître un peu ahurissant qu'on nous dise du jour au lendemain, il faut 4 mètres carrés pour une personne, mais c'est tout bête, c'est les fameux 1 mètre de distanciation qui sont demandés depuis maintenant des semaines et des semaines. C'est ça. Alors juste un petit complément par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure concernant le port des masques. Ophélie en a parlé rapidement également. Tout ce qui est port des masques, gestes barrières, etc., il relève aussi de la responsabilité du chef d'entreprise de former et d'expliquer à ses salariés l'utilisation. Alors ça paraît bête, hein, mais comment on lave les mains, comment on met le masque, comment on enlève le masque surtout. Comment on respecte les différentes règles qui sont mises en place, etc. Parce que quand bien même ça puisse paraître évident en disant on a mis à disposition des masques, on a mis à disposition des lingettes, on a mis à disposition du gel, etc., ça n'enlève en rien la responsabilité si par hasard il se trouvait qu'il y ait un cas ou des cas de Covid suite à un défaut d'utilisation, par exemple, des protections ou des EPI. Oui, la responsabilité renforcée des entreprises, c'est un petit peu compliqué quand même. Ouais. C'est pour ça que les supports qui ont été faits par l'État, par exemple, bien se laver les mains ou bien porter son masque, bien le nettoyer, etc., c'est intéressant de le mettre en tant qu'employeur parce que ça peut bénéficier et à vos salariés et aux visiteurs qui sont dans vos locaux. Parce que j'insistais sur le fait qu'il fallait, au-delà de l'affichage, vraiment expliquer. Parce que l'affichage ne sera pas considéré comme suffisant. Ça paraît idiot, mais on peut toujours dire oui, j'ai mis des affiches à droite, à gauche, etc. Oui, mais non, les personnes n'en ont pas pris connaissance. On ne lui a pas dit que c'était obligatoire de lire le document qui était affiché. Enfin bon, je vous en passe et des meilleurs. Donc, non, c'est une petite séance. Alors, tout bête, nous, ce qu'on a demandé aux personnes qui, par exemple, sont en télétravail, on est en train de mettre en place un retour progressif par rotation, un peu comme vous le faites à l'ADEB, là. Donc, une personne un jour, une personne un autre, etc. Dans les bureaux, hein, s'entend. Et pour ce faire, toutes les personnes qui sont restées depuis 2 mois en télétravail et qui n'avaient pas encore remis les pieds à l'entreprise doivent passer une séance de formation préalable avant de prendre leur poste. D'accord. Elles n'arrivent pas directement dans leur bureau, elles n'ont pas le droit de rentrer tant qu'elles ne sont pas accompagnées avec une explication de texte sur les procédures en place et la manière de mettre en œuvre, par où je rentre, par où je sors. Là, par exemple, un cas tout bête aujourd'hui, un des commerciaux qui revenait à l'entreprise et qui est venu avec un masque que lui a distribué sa commune, puisqu'il habite sur la région de Bourges. Alors, il est joli son masque, hein, rien à dire. Simplement, ce n'est pas conforme à ce que j'expliquais tout à l'heure, donc je lui ai gentiment demandé de le retirer et de mettre un masque jetable. Ouais, s'il lui plaisait bien, hein, il le garde dans sa voiture, il se le trimballe partout. C'est pour ça que nous, par exemple, on a décidé de faire une procédure alors, qui fait 10 pages, mais qui est quand même relativement aérée et un peu ludique, justement, pour ne pas accentuer l'effet anxiogène déjà du Covid. Mais on a fait une procédure dans laquelle on a tout repris, où ils ont notamment, donc, tout, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je ne vois pas mon retour, mais voilà, où il y a par exemple bien utiliser son masque, les mesures barrières, bien se laver les mains. Et c'est la dernière page de cette procédure-là qu'on a fait signer à nos salariés. Et il y a marqué comme quoi ils attestent qu'ils ont bien pris connaissance de tout le document, qu'ils n'ont pas de questions. Après, c'est un petit plus, on pourra dire. Non, mais c'est compliqué à mettre en œuvre, hein, c'est clair. Hein, faut... Le souci, c'est vraiment la notion de responsabilité, oui. ce qui prend au nez quand même des entrepreneurs. On a entendu beaucoup parler des mairies hein, avec les histoires d'écoles qui ouvraient, de la responsabilité qu'on pourrait faire en cas de problème à l'école, etc. C'est la même chose pour les employeurs. Alors, le point particulier, c'est que le ou la Covid-19 ne peut pas être considéré comme maladie professionnelle ou comme accident du travail, ce qui est déjà une chose en soi. Mais il n'empêche qu'avec le fameux protocole national de déconfinement,
comme je disais, ce n'est pas une loi, mais sa valeur légale, ce qui fait que si l'on ne met pas en place les fameuses préconisations que l'on a vues en détail avec Ophélie, on est jugé en écart et on peut être condamné ou condamnable pour défaut justement de, de mesures. Oui, oui. Oui, la charge de la preuve est vraiment complètement mise sur l'entreprise. Ah, il faut enregistrer, il faut noter, il faut, on disait Oui. les nettoyages par exemple, enregistrer la fréquence des nettoyages. Mais c'est lourd. On va dire la C'est réalité, c'est contraignant, lourd. c'est C'est lourd et contraignant. contraignant. Oui. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que le point principal, comme je l'évoquais tout à l'heure dans le début de témoignage, nous, la préoccupation principale, la première, hein, c'était vraiment la sécurité des employés. L'objectif, c'était avant tout ne pas faire que, j'allais dire, de l'économique ou du maintien d'activité, parce qu'au final, on y aurait, je pense, été perdant. L'idée, c'était vraiment de préserver, de maintenir la sécurité au travail pour l'ensemble des salariés. Et à ce titre-là, on se doit de mettre le maximum. La difficulté, c'est toujours l'épée de Damoclès avec les problèmes réglementaires associés et le côté poursuite possible en cas de défaillance. Donc on a toujours cette ombre qui plane. Et je pense que Johan, le risque sera le même cette fois-ci pour les utilisateurs et non pas pour les salariés. Donc recevoir des personnes en salle fermée, est-ce que 4 mètres carrés, c'est suffisant pour des personnes qui font des efforts? C'est pas évident, hein? Je pense que ce n'est pas le cas. Techniquement, aujourd'hui, quelqu'un qui fait un effort propulse Oui, à plus d'un oui, mètre. l'expiration, bien sûr. Donc là, c'est vrai que alors faire des efforts avec des masques, c'est encore une autre C'est pas possible. problématique. Non. Ça devient compliqué. C'est compliqué. Avec des visières éventuellement, mais après, ils ne voient plus grand-chose. Enfin bon, on va attendre qu'ils établissent des fiches métiers qui soient exploitables. Enfin, le vrai objectif, c'est quand même que le virus disparaisse. Hein. Oui, c'est vrai qu'on met tout ça en œuvre pour pas que ça revienne. C'est surtout ça. Protéger les Oui, salariés, plus tôt protéger il les sera clients. parti. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on avait commencé à mettre le fameux plan en place, nous, à l'époque, avec le H1N1, mais je pense que déjà, pour chacun d'entre nous, c'est loin. Oui. On a fini par l'oublier. Donc, faisons que le Covid-19 ne donne pas naissance à un Covid-20, un Covid-21. Oui, que ça soit vite un mauvais souvenir et terminé. Est-ce que l'hôtel-restaurant des Forges avait des questions? TV, voilà. Non, pas de questions, mais bien que dans un domaine différent que celui du tourisme, nous avons les mêmes enjeux. Nous allons recevoir du public, les mêmes démarches, les mêmes mesures à mettre en application et nous prenons effectivement la même part de risque en tant qu'entreprise par rapport à nos clients et par rapport aux règles à bien respecter. Mais ce n'est pas simple non plus pour des établissements qui sont dans notre domaine. C'est vrai que le tourisme, c'est un petit peu compliqué. Les fiches des chambres est sortie, mais pas encore sur la restauration. Ouais. Et nous avons cet après-midi suivi un autre webinaire justement concernant le tourisme, concernant la restauration. Et si on applique à la lettre et ce qu'on doit faire, les mesures vis-à-vis de nos clients, ça rebute un petit peu puisque le côté convivialité, plaisir, détente et festif a un autre sens aujourd'hui par rapport aux mesures que l'on doit mettre en place et aux équipements que l'on doit proposer. Donc effectivement, c'est un nouveau monde qui nous arrive et une nouvelle façon de vivre que nous allons devoir adapter. Y a-t-il d'autres questions? Ah oui, effectivement.
L'Office du tourisme nous a envoyé un message quand ils ont eu connaissance donc, du webinaire et ils se tiennent à disposition de toutes les entreprises de l'hôtellerie-restauration pour programmer les réouvertures et les accompagner au mieux dans ce déconfinement. Voilà. Donc on peut communiquer vos coordonnées si vous le souhaitez à Madame Ménien, la directrice d'Office du tourisme, qui se tient à votre disposition. Merci. Alors, la semaine prochaine, parce que c'était le premier webinaire d'une longue série. Donc, la semaine prochaine, ça va être sur le management des équipes après la crise. Donc, c'est plus sur un angle psychologique, le soutien aux dirigeants, parce qu'on se retrouve, on est dirigeant et puis on est face à cette crise qui a aussi un impact, qui peut avoir un impact sur notre économie, sur tout un tas de facteurs, et aussi sur nos équipes, parce qu'il y a des salariés qui ont plus ou moins bien vécu, que ce soit le chômage partiel ou le télétravail. Donc voilà, ça va être une explication de comment faire pour remotiver les équipes, pris sous l'angle psychologique. Voilà. Ce sera pareil à 18 h, donc mardi prochain. Donc merci à tous de votre présence et d'avoir suivi notre webinaire du jour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous le souhaitez, on peut vous faire parvenir le PowerPoint avec tous les liens. Et si vous avez des questions complémentaires, surtout revenez vers nous et on pourra vous apporter des réponses. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Abel. Ah bah, je t'en prie. Merci, Au monsieur revoir. Cachou. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne fin de journée.